Au marché, les boulangers exposaient leurs galettes chaudes, et la vapeur de la pâte se mêlait à la fumée de la résine dont on enduisait les roues avant un long voyage. À cette heure-là, le prédicateur montait déjà sur le rebord de pierre près de la porte et faisait allusion au péché des gens haut placés. Il agitait les mains au-dessus de la foule, comme s'il balayait une toile d'araignée invisible, et les gens saisissaient les mots impureté, tentation, proximité, comme s'il s'agissait de pierres avec lesquelles on pouvait bombarder un ennemi invisible. Et plus les cours devenaient silencieuses, plus il semblait évident que quelque part, là-haut, se trouvait le coupable. Une voix masculine salue les spectateurs, leur demande d'écrire de quelle ville et de quel pays ils regardent. S'ils ont rencontré dans de vieux livres d'histoire où le stigmate de la morale servait d'arme contre le souverain, promet de rassembler en un seul cadre le mythe et le document, remercie pour tout commentaire et souhaite une écoute calme mais attentive. Il a fallu démêler cette histoire comme on démêle les couches de suie sur les icônes. On en enlève une, il y en a une autre en dessous, et chacune prétend être la vraie. Dans certains sermons de la fin du XIIe siècle, on trouvait une allusion transparente à la proximité masculine parmi les nobles, et l'auditeur attentif comprenait de qui il s'agissait. Dans les chroniques, des registres monastiques de Normandie aux compilations tardives, on trouvait des passages sur les repas pris en commun et le lit partagé comme signe d'amitié entre les alliances courtoises. Dans les copies tardives, ces passages prenaient soudain un sens différent. Les dates divergeaient. Différentes mains ont inscrit le même épisode comme s'il s'était produit à des années différentes. Et il s'avérait que le scandale précédait parfois la campagne, parfois la suivait, parfois coïncidait avec le retour de captivité. Ce n'était pas un jeu d'érudits, c'était un instrument. Dès que le trésor royal craquait, quelque part sur la place, une voix s'élevait pour dénoncer le péché. Les documents se taisaient, contrairement aux prédicateurs. Dans les livres du trésor, où un scribe méticuleux consignait en toutes lettres les frais de la campagne, le rachat des prisonniers, les impôts pour l'entretien des garnisons, il n'y avait aucune mention d'enquête morale, ni de règles pour purifier la cour de la débauche. Les registres douaniers mentionnaient les quantités de vin, de sel et de cuir, ainsi que les noms des collecteurs. Les registres des concessions royales mentionnaient les terres et les forteresses rachetées pour la guerre ou la paix. Le silence sur les relations intimes régnait précisément là où toute procédure judiciaire aurait laissé une trace. Dans les procès-verbaux des tribunaux ecclésiastiques, dans les décrets royaux, dans les registres des amendes. Ce silence ne justifiait ni n'accusait. Il montrait que l'accusation ne se trouvait pas dans les tribunaux, mais sur la place publique. Si l'on établit un calendrier, les coutures apparaissent d'elles-mêmes.
l'année où d'énormes sommes d'argent étaient nécessaires pour racheter le roi. Les prédicateurs parlaient avec plus d'insistance des péchés pour lesquels le Seigneur détourne son visage. L'année où les couronnes se disputaient les châteaux à la frontière et où l'argent des coffres des serfs affluait vers les constructeurs. Les chroniques multipliaient les allusions moqueuses au lit double et aux liens d'amitié impurs. Plus tard, lorsque la lutte politique conduisit à un remaniement des influences à la cour, les copies qui nous sont parvenues furent encore un peu plus sombres, comme si le copiste, connaissant l'issue, se permettait d'influencer la pensée du lecteur. Et chaque épine de ce genre était nécessaire non pas aux théologiens, mais à la faction. L'allusion à la proximité masculine servait à faire chanter non pas les corps, mais les loyautés. Dans cette enquête, il est important de ne pas se laisser emporter par le sensationnel. Tous les participants sont des adultes. Toutes les décisions sont politiques. Le mécanisme était le suivant. Le sermon laissait une trace dans les oreilles, la chronique laissait une demi-teinte sur le parchemin, et le livre du trésorier laissait dans la mémoire de la ville un chiffre qui montrait que les recettes avaient augmenté ou diminué. Lorsque le trésor public avait besoin de recettes urgentes, le prédicateur intensifiait le rythme de ses allusions. Lorsque le souverain avait besoin de briser une coalition étrangère, le chroniqueur notait à contre-cœur des formules sur l'honneur et l'amitié dans un même lit, laissant au lecteur le soin de tirer ses propres conclusions. Mais dès que le regard se posait sur les listes d'affaires judiciaires, amendes, appels, interdictions ecclésiastiques, on découvrait un vide, ni enquête, ni verdict. Ce vide est à la fois effrayant et utile. Il montre où se trouve le mythe et où se trouve le document. Les détails médicaux et quotidiens aident à comprendre le prix du murmure. Les registres des camps sous les campagnes de Richard enregistrent des corps d'adultes brisés par le scorbut, la fièvre et les plaies purulentes. Les listes des blessés lors des sièges font état de doigts coupés, d'épaules transpercées, d'yeux brûlés, et tout cela à côté de lignes sèches sur les rations, les tonneaux de vin fendus, la farine avariée. Les gens mouraient de soif, d'infection, d'un caillou sur un mur, pas de relations intimes, ni de débauche mythique. Au même moment, dans les villes européennes, où les sermons colportaient des rumeurs, les auditeurs adultes n'obtenaient ni un jugement équitable, ni une interdiction claire, ni une autorisation claire. Ils obtenaient un sujet qui donnait aux factions un levier dans la lutte pour les châteaux et les droits de douane. En assemblant les différentes feuilles, on remarque facilement une autre couture. La géographie des allusions coïncidait avec les intérêts du roi voisin et des princes locaux. Là où le traité exigeait des concessions, les récits accusateurs se multipliaient. Là où l'argent était consacré aux remparts et aux navires, on entendait parler de amitié malhonnête, afin de pousser la cour à chercher des excuses et à faire des concessions dans les négociations.
Le chroniqueur pouvait ne pas aimer le roi. Le prédicateur pouvait chercher une explication simple au malheur. Mais le principal bénéficiaire se trouvait près des remparts, dans les chancelleries où l'on pensait qu'un souverain affaibli par la surdité céderait le château et réduirait les droits de douane. Et chaque fois qu'il fallait soutirer de l'argent au sujet, on brandissait ces mêmes allusions comme un trophée. C'est le prix à payer pour les péchés des autres. Cette rhétorique a été répétée pendant des décennies, car elle était commode. Il est important de déterminer où s'arrête le bavardage inutile et où commence l'instrument dangereux. La rumeur, restée sans suite judiciaire, fonctionne comme un gourdin sans protocole. Elle humilie sans répondre, pousse sans expliquer, transforme la foi en preuve et la preuve en excès inutile. Dans un recueil monastique, un commentateur a tiré une morale de la bataille pour la ville. Ce n'est ni la victoire ni la défaite, mais la honte d'une amitié impure qui aurait causé le malheur. Pendant ce temps, les livres comptables locaux indiquent combien a coûté l'assaut, combien de personnes sont mortes de l'épidémie, combien a été dépensé pour nourrir les chevaux. Et là encore, aucune trace de vie procédurale. Cela ne signifie pas que tout le monde était sain. Cela signifie que l'instrument n'était pas le fait, mais le soupçon. Lorsque le lecteur se surprend à avoir entendu 1000 fois le même mot sans jamais voir l'affaire, il vaut la peine de revenir aux archives. Là où le scribe calculait les droits de douane sur les tonneaux et les cordes d'arbalète, il aurait certainement noté les dépenses pour le nettoyage de la cour ou la correction des mœurs. Si de telles mesures avaient existé sous une forme juridique. Ces lignes n'y figurent pas. En revanche, on y trouve de longs calculs arithmétiques sur les rachats, les taxes sur les garnisons, les frais de service des intermédiaires entre les cours rivales, et chaque vague de revenus ou de dépenses coïncide étrangement avec une recrudescence des allusions prêcheuses et des ricanements des chroniqueurs. Cette coïncidence est le premier tournant. Les scandales liés à l'usage des mots se développent parallèlement aux crises fiscales. Derrière cette mécanique se cachent des adultes bien réels, des courtisans qui se partageaient l'accès aux oreilles du souverain, des évêques qui devaient expliquer au peuple pourquoi ils prélevaient une nouvelle dîme, des anciens de la ville qui entretenaient une légende commode afin d'obtenir des concessions sur les droits de douane. La prédication leur donnait une voix, la chronique une mémoire à long terme. Le livre du trésorier leur fournissait un repère permettant de vérifier où s'arrêtait la morale et où commençait le budget. Et dans aucun de ces nœuds, à ma connaissance, n'apparaît de procès pour débauche qui aurait donné lieu à des condamnations. Le mythe continuait de résonner haut et fort, tandis que les documents restaient muets. Et pourtant, le danger
ne réside pas dans le roi désigné, mais dans l'habitude qu'a la ville de vivre dans l'insinuation. Les allusions encouragent l'irresponsabilité. On peut chuchoter, on peut comprendre, on peut incendier la place, mais on ne peut pas exiger de preuves et on ne peut pas se défendre par la procédure. À une telle époque, tout mot proche devient une monnaie avec laquelle on paie la tour à la frontière et la concession dans le traité. Pendant ce temps, les guerriers adultes pourrissent sur leurs bandages à cause de blessures infectées. Les agriculteurs adultes paient la dîme. Les artisans adultes perdent leur travail à cause de nouvelles taxes. Leurs corps sont inscrits dans des registres sans allégorie. Leur douleur n'a pas besoin d'allusion. Et dans ce contexte, la vitrine du musée, où l'on expose un siècle plus tard les armes de la rumeur, des feuilles de sermons avec des mots soulignés, des copies tardives de chroniques avec des marges en gras, et à côté, un espace vide où pourrait se trouver le procès-verbal du tribunal si le scandale avait été plus qu'un simple jeu politique, est particulièrement choquante. Cette première partie dévoile une carte où le mythe et le document se côtoient. Le prédicateur s'exprime dans des termes compréhensibles par tous, mais vides de sens sur le plan juridique. Le chroniqueur met en circulation des images qui traversent les siècles et deviennent un bâton commode. Le scribe du trésor répond par le grincement de sa plume, dans lequel on n'entend que le prix de la guerre et de la paix. Plus on se rapproche des collectes et des rachats, plus l'allusion est forte. Plus on s'éloigne du tribunal et du procès-verbal, plus la plume du moraliste est audacieuse. C'est dans cette incohérence que réside l'inquiétude. Si la ville a pris l'habitude de croire davantage à une tache sur un mot qu'à une ligne dans un registre, celui qui a la cloche la plus forte devient la vérité. C'est là que commence l'enquête principale, sur les coïncidences linguistiques, le rythme des collectes, la géographie des factions, afin de priver Louis de son cercle de fer et de redonner à la conversation le poids du parchemin. Il a fallu ensuite se baser non pas sur des citations spectaculaires, mais sur des incohérences ennuyeuses entre les manuscrits. Dans un recueil monastique de la fin du XIIe siècle, il y avait une note sur une amitié impure, attribuée à des événements qui, dans une autre liste, étaient déjà attribués aux premières années du siècle suivant. Les écritures sont différentes, les marges sont différentes, mais les tournures sont presque identiques. Cela arrive généralement lorsque le texte ne fixe pas un fait, mais répond à un besoin du moment. Ce besoin était facile à lire dans les pages voisines. On y demandait de l'argent pour la milice, pour la réparation des ponts, pour de nouvelles taxes au nom du malheur commun. Là où l'on demandait de l'argent, on cultivait également un discours moral afin de donner à cette demande l'apparence d'un devoir sacré. Et chaque nouvelle correspondance, traversant les décennies, renforçait le lien entre le péché des puissants et le porte-monnaie des pauvres.
Pendant ce temps, la routine du Trésor public suivait son cours lentement. Les scribes du Trésor consignaient le rachat du souverain après sa capture, la répartition des lourds tributs entre les comtés, la vente des forêts et des pêcheries en gage, la transformation des coupes royales en argent en pièces de monnaie. Dans ces mêmes livres, on trouvait des notes sur la location de navires, l'achat de résine, les dépenses de fortification dans des marques controversées. Il n'y avait pas une ligne sur les enquêtes sur les mœurs, ni sur les dépenses des commissions ecclésiastiques pour purifier la cour. Pourtant, au cours des mêmes mois où des allusions prêchées résonnaient sur la place, le Trésor public avait désespérément du mal à joindre les deux bouts. Une année, il avalait le poids du rachat, une autre, il rafistolait les garnisons, une troisième, il réglait les conflits avec le roi voisin qui se rachetait de la campagne. La rumeur se répandait comme une vague avec la tempête fiscale, mais le papier ne montrait obstinément que le vent de l'argent. Pour ne pas se perdre, il est utile de se rappeler une norme quotidienne qui n'effraie que ceux qui voient le passé à travers les lunettes d'aujourd'hui. Le lit commun dans les appartements du monarque et du souverain allié n'était pas un signe secret de passion, mais un rituel pratique de confiance de l'époque. Un geste de sécurité, un symbole de paix, une démonstration de l'absence de poignard entre les invités. C'est ainsi que les réceptions étaient consignées par les grands-pères de ceux qui ont ensuite composé les scandales. Le chroniqueur, en conflit avec la faction de la cour, transformait facilement cette coutume en ombre. Mais si la coutume était devenue un crime, ses traces se trouveraient dans les procès-verbaux de l'Église. Or, il n'y a rien. Les tribunaux ecclésiastiques enregistraient volontiers les litiges matrimoniaux entre adultes, les amendes pour adultère, parjure, mais ils ne s'élevaient pas au niveau du péché digne de la destitution d'une personne royale, sans un ensemble de preuves accablantes et sans une politique de haut rang. La politique était là, mais les preuves faisaient défaut. La géographie montre également que l'insinuation était une arme. Les textes où la proximité apparaît le plus souvent proviennent de régions où le souverain voisin menait une lutte pour les villes frontalières et avait besoin d'affaiblir son rival sans déclencher une guerre ouverte. Les scribes monastiques de ces régions dépendaient de la clémence des seigneurs locaux et transmettaient l'accent nécessaire, le péché grave, comme explication des malheurs du peuple. Et les malheurs étaient suffisants, même sans parabole. Les rapports des officiers sur les sièges mentionnent des corps adultes atteints de dysenterie à cause de provisions avariées, des doigts gelés après des pluies torrentielles et des vents violents, des spasmes dus à la faim lors d'un siège prolongé. Les chirurgiens de campagne ont coupé la gangrène sans anesthésie, brûlé les plaies avec un fer rouge, laissé dans les champs les noms de ceux qui n'avaient pas survécu à la troisième nuit. Dans les villes voisines,
les prêches désignaient la débauche personnelle comme la cause de la souffrance générale. C'est une logique commode. Il est ainsi plus facile d'augmenter les impôts et d'inciter la noblesse, qui fait obstacle à faire des concessions. La puissance du murmure réside également dans son caractère cyclique. Dès que la couronne sortait d'une nouvelle saison fiscale tumultueuse, par exemple après la collecte d'impôts spéciaux pour la guerre, ou après la vente des insignes royaux, le ton des chroniques s'adoucissait et la rhétorique des prédicateurs se tournait vers d'autres vices. Dès qu'un nouveau manque à gagner apparaissait, le motif de l'amitié impure revenait. Là où le mythe sert d'instrument de pression, il ne vit jamais qu'une seule fois. Il est repris à maintes reprises par ceux qui ont intérêt à attiser la honte et à détourner la conversation des prix du blé, des salaires des garnisons, de l'état des ponts. Le journal ne répond pas par une réplique, mais par une ligne de tendance. Ce qui se répète avec la collecte des pièces de monnaie n'appartient pas à la théologie, mais au budget. Une autre couture est l'architecture judiciaire. Si une affaire contre une personne de sang royal était examinée pour un motif moral aussi grave, les mécanismes canoniques auraient dû se mettre en mouvement. Des dénonciations formelles, rédigées par des juristes compétents, des commissaires enregistrant les témoignages, des appels à la curie. Aucun des recueils de droit canonique qui nous sont parvenus ne mentionne un tel procès. En revanche, ces mêmes décennies ont laissé des traces écrites très détaillées sur les confiscations pour dette, les litiges concernant la dot des couples mariés, les condamnations à la repentance publique pour adultère, tout ce qui est juridiquement pratique et rentable. Là où l'argent et les délais apparaissent devant le tribunal, le papier pousse comme de l'herbe. Dans notre histoire, le papier est un désert. Cela signifie qu'il ne craignait pas le tribunal, mais le bruit. Il ne travaillait pas par le biais de l'accusation, mais par le biais de la cloche. Pendant ce temps, à la cour, une autre musique, plus dangereuse pour le roi, résonnait, celle de la rivalité entre les factions. Les uns s'appuyaient sur des chevaliers expérimentés venus du continent et sur leurs liens familiaux, les autres sur les intérêts des marchands des villes portuaires, les troisièmes sur la bienveillance du monarque voisin. Toute concession dans les négociations entraînait immédiatement un déséquilibre dans la répartition des revenus provenant des droits de douane et obligeait les perdants à chercher un nouveau levier. Ce levier prenait la forme d'un sermon prononcé dans la bonne ville, le bon dimanche, avec la bonne allusion. La chronique, réécrite par la génération suivante, reprenait ce signal et le transformait en une vérité prétendument éternelle. Puis venait la paralysie. Il devenait dangereux de discuter sur le fond, car chaque contestataire devenait automatiquement un protecteur du péché. Dans une telle atmosphère, les décisions budgétaires se cachent dans l'ombre, et le mensonge sur la dépravation avérée vit plus longtemps que les quais
et les tours. Au-delà des intrigues palatiales, la rumeur avait des répercussions sur les adultes en bas. Les marchands se plaignaient dans des notes que les nouvelles ponctions destinées à expier les péchés majeurs asséchaient le chiffre d'affaires. Les artisans notaient que pendant les années où la rhétorique accusatrice grondait dans les chairs, la ville économisait sur le nettoyage des puits et des ponts, ce qui entraînait une augmentation de la morbidité. Les médecins ne consignaient pas la morale dans leur carnet, mais les fièvres et les toux causés par l'humidité et la saleté. Les soldats écrivaient de manière concise et sobre. Manque de chaussures, pluie maudite, mauvais pain. Ces lignes sèches sont la réalité, sur fond de laquelle l'amitié impure sort de paravent. Le bruit est chaud et collant. Il soutient la faction souhaitée, mais ne guérit rien. Lorsque, dans l'une des archives, on a installé pour la première fois une vitrine intitulée « La rumeur comme arme », on l'a remplie de feuilles qui, d'habitude, s'envolent et disparaissent. On y trouvait des notes de prédication avec des formules similaires provenant de différentes villes, des copies tardives de chroniques avec des insertions étrangement identiques, ainsi que 2 lettres dans lesquelles des agents séculiers demandaient poliment aux auteurs spirituels de se souvenir des tentations des hauts dignitaires à l'approche des négociations. À côté, les étagères marquées « Affaires judiciaires et sanctions » étaient vides, et cet espace vide en disait plus long que n'importe quelle pièce exposée. Tout était visible dans la vitrine. Comment l'allusion accompagne la crise, comment le papier du Trésor public reste silencieux, comment la chronique change la date, adaptant légèrement le récit à la convenance du vainqueur en politique. Dans cette perspective, la question « Était-ce un péché ?» s'avère être un piège. L'historien a le devoir de s'en tenir à ce qui a laissé une trace et de ne pas remplacer le parchemin scellé par la ferveur d'autrui. La trace dans notre récit n'est pas un tribunal, ni une punition, ni une dépense pour purification. La trace, ce sont les tempêtes financières, la succession de prélèvements, l'accumulation de rhétorique dans les sermons et les compilations. Il ne s'agit pas d'un saint ou d'un débauché, mais de la technologie du pouvoir. Lorsque le roi a besoin des puissants, les rumeurs à son sujet s'atténuent. Lorsqu'il doit céder un château ou réduire les droits de douane, elles s'amplifient. Sur la place publique, les chuchotements se transforment en fer. Dans le trésor, les chuchotements vident les étagères de leur coupe, car elles sont emportées pour être fondues en pièces de monnaie. Dans la chronique, les chuchotements deviennent une marque éternelle et vivent tant que le lecteur éprouve le désir de la honte d'autrui. C'est pourquoi l'enquête doit se poursuivre vers les adresses des copistes, vers les patrons des chairs, vers les itinéraires des colis contenant des arguments sur les tentations des hauts placés. Là où l'on parviendra à relier le sermon au jour de la collecte des impôts et l'insertion dans la chronique
à la négociation diplomatique, apparaîtra la véritable topographie de la rumeur. Elle n'exonérera personne et ne condamnera pas les mœurs. Elle montrera comment, dans le monde des adultes, où l'épée, l'impôt et la plume cohabitent, le mot « proximité » est devenu un instrument de négociation. Et cela relève déjà non plus du domaine du conte, mais de celui du musée, du tribunal et du trésor public. Ces lieux où l'habitude de croire à une allusion peut être remplacée par l'habitude d'exiger un document, même s'il est ennuyeux, lourd et sent la poussière ancienne. Il étala sur la table plusieurs copies des listes récapitulatives des recettes fiscales pour les années où le souverain s'était racheté de sa captivité et où les traités sur les châteaux frontaliers avaient été réécrits. Dans ces livres, où tout est consigné par écrit, on voit apparaître un rythme difficile. D'abord d'énormes sommes pour le rachat, puis des paiements supplémentaires aux garnisons, ensuite la vente des insignes royaux, puis la tentative de réparer les ponts et les embarcadères. Il y ajouta des extraits de recueils de sermons monastiques, où les gardiens notaient les thèmes des enseignements dominicaux. Lorsque les dépenses faisaient rage dans le trésor public, les thèmes du dimanche étaient les tentations des puissants, les amitiés impures, les signes d'aveuglement dus au luxe. Lorsque les revenus revenaient à la normale, les sermons se concentraient sur les vices habituels, l'usure, la paresse, le bruit des ivrognes. Cette synchronisation semblait trop précise pour être fortuite. Elle était renforcée par un autre élément. Dans les copies tardives des chroniques, les dates des scandales se rapprochaient des rapports sur le déficit, comme si quelqu'un avait tiré le sujet vers une conclusion commode. Il se souvint d'une autre couche, les lettres de l'ambassadeur, dans lesquelles la cour rendait compte des négociations avec le roi voisin. Au cours de ces semaines, des murmures circulaient toujours autour de la cour, tantôt sur la mollesse de la volonté, tantôt sur les banquets trop amicaux avec un souverain étranger. Dans de tels cas, la rumeur fonctionnait comme un coin sous la porte. Elle empêchait de fermer le verrou tant que l'on ne cédait pas. Mais là encore, le document trahissait le stratagème. Dans la correspondance des percepteurs de droits de douane, dans les rapports des maîtres d'œuvre navales, dans les registres des réparations des fortifications, il n'y avait aucune trace de commission morale, mais on trouvait des lignes minutieuses sur le coût des balistes, de la résine, du pain pour la garnison. Lorsque les politiciens manquaient d'arguments, ils lançaient la morale comme un tambour de guerre. Lorsqu'il fallait obtenir des résultats, le tambour se taisait et le parchemin comptait le bois, le fer et le grain. La plateforme judiciaire restait vide, et c'était fondamental. À une époque où le droit canonique s'était déjà développé en une multitude d'articles et de procédures, tout grand procès moral aurait laissé quelques traces. Formules d'accusation, listes de témoins, lettres de repentance ou d'imposition d'épitimie. Il n'y a rien de tout cela.
En revanche, ces mêmes années sont décrites en détail les affaires de litiges matrimoniaux entre conjoints adultes, de terre en dot, de punitions pour adultère parmi les sujets et les clercs. Là où l'Église et la ville disposaient d'un outil de travail et d'un revenu, le document se développait volontiers. Là où l'outil était une allusion à la proximité masculine à la cour, le document n'apparaissait pas du tout. Cela signifie que nous n'avons pas affaire au droit ni à un tribunal religieux, mais à une acoustique politique. Une autre routine aidait à distinguer la coutume de l'allusion. L'étiquette des lits et des repas communs dans les accords entre les dirigeants. Le lit commun, mentionné dans les anciennes descriptions des réceptions, était présenté comme un symbole de paix et de confiance. Une nuit sans épée, des gardes à la porte, des gens dormant tout habillés, partageant une couverture pour le symbole. Ce signe est pratique pour une substitution ultérieure. Le copiste, mécontent de l'issue du conflit, laissait une remarque dans la marge et accentuait la phrase. Puis, la rumeur se répandait. Elle transformait le rituel en suspicion et apportait une formule toute faite sur la place publique. Mais encore une fois, là où il y a un tribunal, il y a un procès-verbal. Là où il n'y a pas de procès-verbal, il y a de la politique et une économie des mots. Les méfaits du mythe sont bien visibles au niveau des corps et des portefeuilles. Au cours d'une saison de famine, les citadins ont été soumis à une taxe spéciale pour purifier le pays. Les sermons de l'époque promettaient une réconciliation céleste si les classes populaires s'humiliaient et assumaient le fardeau. Les carnets médicaux montrent autre chose. Les artisans adultes faisaient de plus en plus souvent des évanouissements dus à la malnutrition. La mortalité des militaires augmentait à cause des plaies purulentes dues à la pénurie de résine et de bandages propres. Et les cas de rhume et de fièvre se multipliaient dans les maisons de travail. Là où les pièces de monnaie étaient dépensées pour les rançons et la guerre, le mythe du péché d'en haut masquait le manque de sel, de pain et de chaussures. Il ne guérissait pas. Il permettait de reporter la nervosité sur la chair d'autrui, tandis que la maladie vivait dans les entrepôts et les magasins, dans les ponts et dans le trésor public. Les querelles entre factions dans la capitale et dans les cours provinciales alimentaient sans faille les rumeurs. Le groupe orienté vers les ports avait besoin d'une réduction des droits de douane pour les marchands et, traditionnellement, n'aimait pas les chevaliers du continent. Le groupe lié par des liens de parenté à la noblesse étrangère tirait la couverture vers le renforcement des châteaux et la distribution des fiefs. Chaque semaine perdue donnait lieu à la recherche d'un moyen de pression. Les uns faisaient pression sur la faiblesse pour le luxe, les autres sur les amitiés douteuses. Le but était le même: obtenir des concessions budgétaires, changer le cours des négociations, nommer une personne au poste de trésorier. Il est difficile d'imaginer que derrière tout cela ne se cachaient pas des personnes influentes. Elles savaient que la voie juridique était fermée. Leur chuchotement avait du poids tant que personne ne demandait de documents. Dès que des documents
était exigé, les allusions se transformaient en grincements. Parmi les mythologues tardifs circulait l'idée séduisante d'une scène de repentance devant la chair, où le souverain aurait prétendument reconnu ses péchés particuliers. En réalité, les scènes de repentance fixent autre chose. La reconnaissance de l'orgueil, la reconnaissance de la sévérité, la reconnaissance d'une collecte injustifiée. Ce sont des formules qui réconcilient la foule avec un budget impopulaire, sans toucher à l'intime. Elles sont pratiques et faciles à contrôler. Elles ne peuvent être traduites en justice pour intimité masculine sans un corpus colossal de preuves que personne n'a présenté. Mais elles peuvent facilement être associées à des allusions de manière à ce que le lecteur imagine un lien. Dans la vitrine du musée, la rumeur comme arme, cette dualité est particulièrement évidente. Sur une étagère se trouve une feuille de repentance avec un péché commun. Sur une autre, des allusions prêchées. Et entre les deux, le vide béant d'un dossier juridique. Le travail des copistes s'est également avéré être un élément important. Il s'agissait d'adultes professionnels, dépendants de leur patron. Les originaux des chroniques nous parviennent rarement sans correction. Les copies ont été réalisées à des époques où les craintes et les intérêts étaient différents. Même une phrase neutre sur la forte union des hommes dans la Drusina pouvait devenir, entre les mains d'une plume tardive, une allusion à la tentation. Cette boucle est facile à voir si l'on compare les versions d'une même chronique où l'une parle d'un repas nocturne et de chant et l'autre d'une intimité trop étroite. C'est à ce moment précis que le mot « amitié » jette une ombre. Encore une fois, si cette ombre avait été prise au sérieux, les dossiers voisins auraient été remplis de procès-verbaux. Les dossiers sont vides. Sur fond de ce terrain vague, le trésor public résonne particulièrement clairement. Au cours d'une des années mentionnées dans les mots, il a fallu vendre une partie des terres royales pour payer la garnison et racheter les otages. Immédiatement après, les assemblées cathédrales ont commencé à parler de impureté profonde. Une autre année, lorsqu'un impôt extraordinaire a été prélevé pour les navires, les mots « honte de l'amitié » ont refait surface. La ligne est claire. L'allusion surgit en même temps que l'impôt. Le mécanisme est compréhensible. Il est plus facile pour la foule de croire à la causalité céleste des malheurs que de regarder le tableau des dépenses. Et sur le tableau, une forêt de chiffres qui détruit la légende sans malveillance, simplement par un long calcul arithmétique de fer, de pain, de bois et d'argent. De cette carte naît le conflit principal. Il ne s'agit pas de péché ou de sainteté, mais du droit de la ville d'exiger des documents là où la faction propose une allusion. Tant que l'allusion semble convaincante, il est facile de gérer le budget et le personnel. Dès que l'on ouvre le livre des recettes et des dépenses, elle perd de son importance et devient un écho rauque. L'histoire ne supprime pas les questions morales. Elle ne fait que juxtaposer la vitrine du musée et le bureau du trésorier. Il n'y a pas de preuve dans la moquerie du corps.
Il n'y a pas d'excuse dans le silence du protocole. Il y a des coïncidences entre les langues et les dépenses. Et il y a des gens que ce bruit a appris à payer avec le corps des autres pour la concession de quelqu'un d'autre. Et c'est à cet endroit que l'histoire nous conduit à l'étape suivante. La topographie personnelle de la rumeur. Les noms de ceux qui l'ont alimentée pendant les semaines nécessaires. Et ces petites décisions presque imperceptibles par lesquelles la ville peut se déshabituer de croire à une cloche sans sceau. Il a commencé par le plus ingrat, les noms des copistes et de leurs patrons. Dans le catalogue des manuscrits, à côté des titres des chroniques, figuraient des notes indiquant dans quel monastère et à la demande de qui la copie avait été réalisée. Dans certains endroits, le mécène était un prince adulte, dont les revenus dépendaient des droits de douane frontaliers. Dans d'autres, c'était un évêque adulte dont le siège épiscopal était en conflit avec la couronne au sujet de la dîme. Lorsque le protecteur avait besoin de concessions, les copies étaient mises à jour. Les phrases sur les repas nocturnes, les rituels de confiance, les lits symboliques partagés étaient soudainement assombris, comme si quelqu'un avait déplacé la lampe et tracé un trait au stylo, transformant la coutume en suspicion. Il a rédigé ses copies dans une colonne et, dans la colonne voisine, il a rassemblé les actes notariés relatifs aux revenus des patrons pour la même saison. Augmentation des recettes en cas de négociation fructueuse, baisse des recettes si la couronne insistait sur ses prérogatives. La troisième colonne était consacrée au sermon, thème du dimanche avant et après les conseils importants. Le tableau correspondait à la loi habituelle. Les murmures sur l'amitié impure s'élevaient à la veille des négociations fiscales, s'apaisaient immédiatement après la décision financière et reprenaient de plus belle à la prochaine tentative d'obtenir une concession. Pour empêcher la légende de prendre le pas sur les faits, il a suivi la ligne du droit canonique. Dans les recueils de décrets et de capitularies, où étaient décrits de manière pédante les affaires matrimoniales des adultes, les punitions pour adultère, parjure, querelles entre chanoines, il n'y avait ni procédure ni précédent selon lesquels l'allusion à une relation intime entre hommes autour du souverain aurait pu donner lieu à un procès. On y trouvait de longues formules de repentance pour l'orgueil, des tarifs secs pour les pénitences, des détails sur les amendes pour les fautes corporelles des laïcs. Là où l'Église avait la compétence et la volonté d'interdire, le papier bruissait comme une forêt. Ici, c'est le silence. Ce silence n'était même pas comblé par la scène de repentance devant la chaire, tant appréciée des conteurs tardifs. Les véritables lettres de repentance parlaient de sévérité, d'impôts prélevés à contretemps, de cœur dur, mais évitaient l'intimité, car l'intimité sans preuve ne donne aucun fondement au tribunal. Il rassembla ensuite les lettres privées
des membres de la cour, non pas des confessions, mais des notes sèches sur les affaires. Quels barons adultes étaient arrivés au conseil? À qui avait été confiée la gestion des droits de douane des ports? À qui l'ambassadeur avait été envoyé avec un oiseau exotique et une promesse de mariage? Dans les coins de certaines lettres se cachaient des demandes polies, de se souvenir des tentations des hauts dignitaires lorsqu'une conversation difficile avec le roi voisin était prévue. Ces phrases n'étaient pas des ordres, elles étaient le même tambour qui résonnait à la chair, agiter la place pendant que l'on dessinait la division des forteresses dans la salle. Il posa ses notes à côté des graphiques des recettes douanières et vit à quel point les dates coïncidaient parfaitement. D'abord la cloche, puis la concession sur les droits de douane ou le château, puis le silence. À ce stade, le mythe cessa d'être un mystère et devint un instrument. Pour ne pas se noyer dans l'aridité, il revint au corps, car ce sont eux qui paient le prix du bruit étranger. Les carnets médicaux des médecins du camp mentionnaient les articulations des adultes enflées après les marches sous la pluie, les plaies causées par des chaussures mouillées, les évanouissements dus à la malnutrition, les infections des plaies causées par l'eau sale. Les inventaires municipaux indiquaient combien de fois par saison les puits n'avaient pas été nettoyés pour faire des économies, combien de planches manquaient pour les passerelles au-dessus des fossés, d'égouts, quand le trésor public pressait l'argent pour les négociations ou le rachat. Au cours de ces mêmes semaines, la prédication, comblant le vide de sens, expliquait tout par le péché d'en haut. Il ne contestait pas la théologie. Il montrait comment la parole transfère la responsabilité de la corbeille de pain à la dignité d'autrui, permettant à ceux qui détiennent les sceaux de gagner du temps. La partie la plus glissante se trouvait dans les dernières vies, où les auteurs, qui vivaient une génération plus tard, aimaient pousser l'allusion jusqu'à une conclusion prétendument évidente. Il a mis côte à côte deux versions d'une même histoire. La première, où il est question de la druide, des chants et du lit commun comme signe de paix, et la seconde, où les mêmes mots sont détournés pour évoquer l'intimité la plus dangereuse. Dans la première version, on trouvait à côté les dépenses pour le banquet, les cadeaux, les gardes à la porte. Dans la version tardive, rien, seulement la morale souhaitée. Si la vérité tardive avait existé à son époque, elle aurait laissé des traces dans les finances et les tribunaux. Il n'y avait aucune trace. Il ne restait que du papier, où l'on soupirait sur le prix du rachat et les clous pour les passerelles. Pour renforcer cette logique, il a pris deux cas concrets. Dans un cas, il s'agissait des années qui ont suivi la captivité du souverain. Des sommes énormes pour le rachat, la vente des insignes royaux, la construction précipitée de navires pour contrôler le détroit. Au même moment, le thème des impuretés parmi les grands circulait dans les chairs, et dans la chronique,
les dates des scandales qui auraient eu lieu auparavant étaient mystérieusement décalées. En réalité, seul le poids du rachat et les dépenses maritimes sont visibles dans les caisses de l'État. Aucune commission ecclésiastique, aucune procédure juridique. Dans le second cas, il s'agissait d'un différend concernant les forteresses frontalières. Avant chaque rencontre des ambassadeurs, des rumeurs circulaient au sujet d'accueils trop chaleureux, mais après l'accord, la rhétorique disparaissait, comme si elle avait été tirée de nulle part. Le document restait inchangé, tel un rocher. La rumeur gonflait et se dégonflait, comme un soufflet que l'on gonfle à chaque négociation. Un autre élément sans lequel l'histoire semblerait plate est la réaction des adultes en bas. Les marchands notaient dans leurs livres comment une nouvelle purification des mœurs s'accompagnait de l'introduction de taxes temporaires sur les tonneaux et les tissus. Les artisans se plaignaient aux anciens de la baisse des commandes dues à la crainte des acheteurs face aux nouvelles taxes. Les serviteurs écrivaient sur les retards de salaire pendant les mois où le thème du péché au sommet était le plus présent. Ce ne sont pas les témoignages que les moralistes aiment. Ce sont ceux qui supportent le jugement. Ils ne stigmatisent pas. Ils montrent le coût matériel du roulement de tambour autour du lit, que personne n'a vu, mais dont tout le monde a parlé. Quand il a apporté toute cette récolte ennuyeuse dans la salle où se trouvait plus tard la vitrine du musée, la rumeur comme arme, les conservateurs ont d'abord demandé plus de vie. Il a insisté pour le contraire, tamiser la lumière, mettre à côté le sermon et le trésor, le manuscrit et l'étagère vide du tribunal. Laisser le visiteur remarquer lui-même la coïncidence des dates et le silence du procès-verbal. Un schéma simple a été accroché au mur, sans flèche ni accusation. Dans une colonne, les thèmes de la chair. Dans une autre, les dépenses et les frais. Dans une troisième, les affaires juridiques vides aux endroits nécessaires. En sortant, les gens laissaient échapper des phrases adultes, pas du tout enthousiastes. Mieux vaut un livre ennuyeux que du bruit sans impression. C'était la conclusion pour laquelle il valait la peine de remuer la poussière. Il terminait son enquête là où il l'avait commencée, près de la cloche qui appelle à la place. La cloche est utile lorsqu'elle signale un incendie ou une attaque ennemie. Elle est dangereuse lorsqu'elle demande l'écoute au lieu de l'eau. À une époque où les hommes adultes revenaient de campagne avec de la fièvre et les poumons abîmés, et où les femmes adultes élevaient leurs familles pendant les années de pénurie de pain, chaque allusion qui ne passait pas devant les tribunaux se transformait en impôt sur la dignité. Le mythe criait à la débauche avérée, le document répondait par l'absence d'affaires et l'abondance des rackets. C'est dans ce couple dissonant qu'est née cette vitrine où la rumeur côtoie le vide protocolaire. Et si l'histoire a une fin, elle est simple. Lorsque la ville apprend à voir que l'allusion vit selon le calendrier du trésor public et non selon celui du péché, les factions ont moins de levier pour gouverner par la honte. À partir de ce moment,
La cloche est remise à sa fonction première. Appeler les pompiers. Et les doutes ne sont plus portés sur la place publique, mais dans le bureau, où se trouve le parchemin, le sceau et les adultes prêts à lire les chiffres, même s'ils sentent de la poussière ancienne et ne réchauffent pas le cœur. Il a décidé de vérifier comment le souvenir de la rumeur avait évolué au fil des générations, et ce qu'en avaient fait les personnes qui détenaient les écoles et les chaires. Dans les manuels destinés aux jeunes clercs, réécrits 1 ou 2 siècles plus tard, l'image du souverain devenait un exemple pratique pour illustrer les paragraphes sur l'orgueil et l'inconstance. Il n'y avait ni affaires judiciaires, ni articles de droit canonique, mais à côté figuraient des miniatures faisant allusion à une amitié excessive, comme cause vague des malheurs. Il posa ce manuel à côté du registre des impôts prélevés pour financer les ponts et les routes, et constata que la morale décorative avait survécu même au souvenir des ponts qui s'effondraient et des entrepôts qui pourrissaient. Les adultes apprenaient à partir de belles allusions plutôt que de la comptabilité, et c'est pourquoi, 100 ou 200 ans plus tard, ils répétaient les murmures d'autrui comme s'il s'agissait d'une sagesse ancienne. Ainsi, la rumeur, née d'un besoin fiscal, faisait partie de l'éducation quotidienne, comme si elle était scellée non pas par la cloche de la place, mais par la voix longue et patiente de l'école. Pour montrer comment fonctionne le changement de perspective, il sortit plusieurs inventaires des biens de l'Église. Il mentionnait des calices, des chasubles, des tapis et des manuscrits vendus ou mis en gage pendant les guerres et les rachats. Ces inventaires, secs et obstinés, fixaient la valeur de la paix et de la guerre avec plus de précision que n'importe quel sermon. À côté d'eux, il a placé des hagiographies tardives, où les auteurs, qui vivaient à travers les générations, transposaient les anciennes allusions sur une nouvelle scène, les embellissant parfois de détails inexistants. Dans l'inventaire, on trouve de l'argent, du bois, du tissu, la rémunération du charpentier, celle du batelier, celle du scribe. Dans la vie, il y a de la fumée et de l'ombre. Là où la ville payait en pièces, la mémoire payait en images. Le fossé n'était plus seulement esthétique, mais aussi politique. Le nouveau souverain pouvait utiliser l'ancien nuage pour ses propres fins, comme on utilise l'ancienne muraille pour y apposer un nouveau blason. Il est revenu au thème des corps et de la médecine, car c'est là que le mythe se révèle à travers ses conséquences. Les carnets médicaux des médecins de la cour et des médecins de campagne mentionnaient des corps adultes affaiblis par des marches épuisantes, une nourriture mal préparée, l'humidité froide des camps, des blessures mal soignées. Les notes herboristiques de l'époque conseillaient des infusions d'ail et des pommades chauffantes. Et au bas de la page, le scribe notait l'impossibilité d'acheter du tissu propre en raison de la hausse des prix. Ces feuilles, qui sentaient l'herbe séchée, parlaient de la véritable source de la douleur. Elles témoignaient que l'art de vivre en temps de guerre et d'impôts ne consistait pas à murmurer à propos du lit d'autrui, mais à avoir de l'eau pure, du sel, de la chaleur et du pain.
Le sermon pouvait détourner temporairement les regards de ces objets, mais il ne pouvait pas guérir la blessure, mettre fin à la famine, ni construire un pont au-dessus du chemin boueux. Le contexte matériel de la diffusion des chuchotements s'est également avéré important. Il a étudié la manière dont les feuilles de prédication et les résumés d'enseignement circulaient entre les monastères, les chaires et les écoles urbaines. Auparavant, il recherchait les passages passionnés et les annotations marginales. Mais désormais, il s'intéressait au courrier. Qui le transportait? Qui le scellait? Qui payait le voyage? Il s'est avéré que pendant les périodes de négociation ou de rassemblements militaires, le nombre d'envois sur des thèmes communs augmentait considérablement, et les enveloppes provenant des monastères, dont les protecteurs dépendaient des revenus frontaliers, étaient nettement plus fréquentes. La correspondance était adulte et formelle. Adresse, cachet, liste des thèmes liés à la période des jeûnes ou des fêtes. Lorsque la crise passait, le courrier se calmait. Ainsi, la rumeur avait sa propre infrastructure, non pas mystique, mais économique. Messager, enveloppe, signature, itinéraire. Parallèlement, il a étudié comment le droit séculier de l'époque traitait la diffamation par la rumeur. Les statuts municipaux contenaient des articles sur l'insulte à un citoyen adulte, la calomnie, l'arbitraire. Ces articles prévoyaient des amendes, des excuses publiques, parfois de brèves expositions au pilori. Mais il n'y avait pas de procédure distincte contre les allusions à la proximité masculine entre les figures du pouvoir. Le droit savait comment protéger le portefeuille et comment discipliner le marché. Mais il s'affaiblissait lorsque les circonstances émergeaient de l'ombre et de l'insinuation. En conséquence, la rumeur frappait sans résistance. Cela explique pourquoi les factions aimaient particulièrement cet instrument. Il est bon marché, irresponsable et reproductible à l'infini. Il a de nouveau dressé un tableau, cette fois pour le musée. Dans la première colonne, les thèmes des sermons par saison. Dans la deuxième, le calendrier des dépenses et des recettes publiques. Dans la troisième, les affaires judiciaires avec les plaignants et les défendeurs réels. Dans la quatrième, l'infrastructure de recensement, montrant la rapidité avec laquelle les feuilles circulaient. Le tableau était laid, mais convaincant. Sur son fond, la vitrine avec la célèbre formule « L'allusion comme arme » a cessé d'être décorative. Les visiteurs, adultes et patients, pouvaient voir comment la rumeur s'enflammait au moment opportun et s'éteignait après la décision souhaitée. Comment elle contournait les tribunaux et se nourrissait du courrier. Comment elle masquait le cheminement de l'argent dans les caisses de l'État. À ce stade, il était important de ne pas céder à la douceur de la démystification. L'histoire ne justifie ni ne condamne l'intimité, elle en mesure les traces. Ici, la trace n'est pas une confession sur la chair ni un cahier de confession, mais un vide persistant dans les registres judiciaires, accompagné d'une montagne de dépenses.
quand il plaçait côte à côte un dossier juridique vide et des livres de trésorerie couverts de cachets, le résultat devenait clair, sans qu'il soit nécessaire de crier. Les rumeurs sur les relations intimes entre hommes étaient utilisées comme levier dans les négociations sur les châteaux et l'argent. Il incluait dans son récit la dépendance inverse. Quand la monnaie exigeait le silence, les rumeurs disparaissaient. Aucun vice éternel n'était observable dans les archives. On observait une politique éternelle. Il ajouta un autre élément à la composition, le sort des copistes. Certains d'entre eux, restés dans les listes comme de simples artisans de la plume, passèrent plus tard au service municipal ou dans les chancelleries publiques. Leurs notes privées, qui conservaient des phrases sur les missions douteuses de leurs patrons, révélaient le mécanisme de la peur et de la dépendance. Personne ne notait les ordres directs d'embellir le texte par des allusions. Tout le monde comprenait ce qu'on attendait d'eux. Il a placé ces notes dans une section séparée du musée, comme exemple de la manière dont le pouvoir façonne le style sans donner d'ordre. Le silence régnait dans la salle. Les gens avaient devant eux l'explication de la raison pour laquelle la même formule passait d'un manuscrit à l'autre sans fondement juridique. Ce n'était pas la chambre à coucher secrète de quelqu'un qui était ainsi dévoilée, mais la méthode de gestion évidente de quelqu'un. Il a ensuite soigneusement établi un lien avec le lecteur contemporain, sans transgresser les frontières historiques. Il a montré que la technologie de l'écoute en tant que force n'avait pas disparu. Il suffit d'un décalage entre le tribunal et la parole forte. Il suffit d'un courrier administratif et de scribe dépendant. Il suffit d'un besoin fiscal. Et la vieille musique retentira à nouveau. Ce ne sont pas la sainteté et la fureur qui s'y opposent, mais des instruments ennuyeux, la responsabilité publique, une procédure compréhensible, une vitrine de musée ou une étagère vide sous le protocole parle plus fort qu'une feuille de sermon. À un bout de la salle, il a laissé un stand vide avec une inscription en lettres. Un endroit pour un document qui n'existait pas. Le vide n'est pas là pour se moquer, mais pour se souvenir. À la sortie, il a déposé une courte feuille, non pas un manifeste, mais une instruction. Elle ne comportait que quelques lignes. En cas de coïncidence entre des allusions et des tempêtes fiscales, recherchez le motif et le commanditaire, vérifiez la géographie des protecteurs des manuscrits, comparez le rythme du courrier avec le calendrier des négociations, gardez à portée de main les dossiers médicaux et domestiques afin de se souvenir du prix du bruit. Cette feuille s'adressait à un public adulte, capable de lire sans illusion. L'histoire se terminait sans fanfare, mais avec une décision humaine compréhensible. Dans un monde où il est facile de jeter la pierre avec des mots, il vaut mieux d'abord demander à un livre imprimé si cette pierre existe. Si le livre reste silencieux, cela signifie que nous n'avons pas affaire à une pierre, mais à une ombre
que quelqu'un fait bouger sur le mur pour de l'argent et du pouvoir. Il éteignit la lumière dans la salle et regarda une fois de plus la vitrine où se trouvaient le sermon, la chronique, le trésor et le dossier juridique vide. Tout était à sa place. La rumeur continuait de vivre, comme vit un instrument lorsqu'il est pratique à utiliser. Mais à côté se trouvait déjà son contrepoids, une méthode qui enlève au murmure la majeure partie de sa force. Les adultes n'ont pas besoin d'une légende pour comprendre le prix de la paix et de la guerre. Ils ont besoin d'un parchemin sur lequel est écrit qui, quand et pourquoi a sonné la cloche. Quand un tel parchemin devient une habitude, même l'allusion la plus forte sonne comme un bruit prévisible et non comme un verdict. Et c'est peut-être la seule issue honnête. La rumeur reste au musée et les décisions dans les livres, où les chiffres sont exprimés en mots et où la honte cesse d'être une arme, car elle cesse d'être une marchandise.